Imaginez concevoir une technologie si avancée, si révolutionnaire qu'elle promet de redéfinir l'économie mondiale. Ouais, Mais en même temps, vous devez secrètement coder en dur des instructions dans son cerveau pour lui interdire formellement de parler de gobelins, de pigeons ou de ratons laveurs. c'est complètement absurde, on est d'accord. C'est pourtant exactement la réalité de l'industrie de l'intelligence artificielle en ce 29 avril 2026. C'est un paradoxe qui résume super bien la situation, je trouve. On observe des systèmes qui génèrent des valorisations boursières à 1000 milliards de dollars, mais qui ont besoin de rustines manuelles, genre presque infantiles. Et tout ça parce que leurs propres créateurs ne comprennent pas totalement comment ces modèles déduisent l'information, en fait. D'accord, décortiquons tout ça. Aujourd'hui, on va pas se contenter de survoler l'actu-tech, hein. On enfile nos casquettes de stratège financier et on va faire l'autopsie complète d'une industrie qui a très clairement atteint son point d'ébullition. Exactement. Et pour ceux qui nous écoutent, nos sources du jour incluent les tout derniers rapports financiers des géants du net, des transcriptions de tribunaux fédéraux assez explosives et des mémos internes qui révèlent carrément des mutineries en entreprise. Ouais, et le fil conducteur de tout ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le coût écrasant de l'échelle. L'argent, les tribunaux et les contrats. Et il faut impérativement commencer par l'argent, parce que les chiffres qui viennent de tomber, c'est pas de simples petits ajustements trimestriels. C'est ce que les analystes appellent un quad kill des résultats. Un quad kill, ouais. Voilà, avec Google, Microsoft, Amazon et Meta qui sont littéralement en train de redéfinir ce que signifie la dépense d'infrastructures à l'échelle mondiale. Justement, parlons de ce fameux CAPEX, les dépenses d'investissement. Quand on lit les rapports, c'est juste étourdissant. Google cible jusqu'à 185 milliards de dollars d'ici 2026. Ouais, Meta est dans une fourchette de 115 à 135 milliards et Amazon prévoit un CAPEX de 200 milliards de dollars pour l'année prochaine. c'est énorme. 200 milliards. Je veux dire, pour mettre les choses en perspective, c'est supérieur au PIB de nombreux pays développés, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils achètent exactement avec une somme pareille? C'est pas juste 3 serveurs posés sur une étagère. Ah non, loin de là. Ce qu'on voit, c'est la construction d'une infrastructure physique titanesque. Cet argent sert à acquérir d'immenses étendues de terre pour construire des centres de données ultra denses. Des gigawatts de puissance, ouais. Voilà. Sécuriser des gigawatts sur des réseaux électriques qui sont déjà saturés, ça finance aussi le développement de puces sur mesure, genre l'architecture Trainium chez Amazon, et des systèmes de refroidissement liquide ultra complexes. C'est une restructuration physique d'une ampleur inédite. Et la demande brute semble justifier cette frénésie, du moins en surface. Chez Google, par exemple, le trafic de l'API de Gemini vient de dépasser les 10 milliards de tokens par minute. C'est fou. Et là encore, faut contextualiser. 10 milliards de tokens par minute, c'est l'équivalent de traiter et analyser l'intégralité de Wikipédia toutes les 2 secondes, quoi. C'est un volume qui défie l'imagination, je suis bien d'accord. Mais c'est là que la fracture économique apparaît en fait. Ce qui est fascinant ici, c'est la différence de retour sur investissement entre ces boîtes. Ah oui, le fameux ROI. Exactement. Prends Meta par exemple. Leurs dépenses massives se traduisent par une amélioration immédiate de leurs produits de base. La pub. Ouais, ils ont annoncé une hausse des impressions, non? C'est ça, une hausse de 18% des impressions. L'IA optimise le ciblage, le prix moyen par pub grimpe. C'est un retour sur investissement instantané et complètement invisible pour l'utilisateur final. Mais pour Microsoft et Amazon, c'est une histoire très différente. Quand j'analyse leur stratégie, j'ai l'impression d'assister à la construction de villes fantômes numériques. Des villes fantômes? Ouais, tu vois, ces mégapoles construites de toutes pièces, avec une grille électrique parfaite, des autoroutes immenses, des gratte-ciel rutilants, mais où personne n'habite. Ils bâtissent cette infrastructure colossale et achètent une capacité de calcul rare à d'avance en pariant que la population, donc les entreprises clientes, finira par s'y installer. C'est une super analogie. La vraie question, c'est quel est le taux de conversion exact entre ces 200 milliards d'infrastructures et des vrais revenus d'entreprise durables, avant que la dépréciation des actifs ne les rattrape. Et ça, c'est le nœud du problème macroéconomique actuel. Microsoft, par exemple, met en avant un carnet de commandes, ce qu'ils appellent les obligations de performance restantes, d'un montant faramineux de 625 milliards de dollars. C'est un chiffre délirant. Ouais, dont près de la moitié est liée à OpenAI. 5 milliards. Ça fait très joli sur un communiqué de presse. Mais qu'est-ce que ça représente réellement? C'est pas de l'argent qui est déjà en banque, on est d'accord. Ah non, pas du tout. C'est une promesse de revenus futurs basée sur des contrats à long terme. L'enjeu, c'est l'adoption réelle. Est-ce que les entreprises déploient assez vite des outils comme Microsoft 365 pour justifier cette capacité pré-réservée?
Si les employés galèrent à intégrer l'IA dans leur quotidien, ces engagements pourraient être négociés, quoi. Exactement. Et c'est là qu'un paradoxe incroyable apparaît dans nos sources. D'un côté, on parle de valorisation à 1000 milliards, mais de l'autre, on apprend via le Wall Street Journal que Sarah Frier, la directrice financière d'OpenAI elle-même, aurait ému de sérieux doutes en interne. Sur ces dépenses massives. Ouais, soulignant que les objectifs de croissance des utilisateurs n'étaient pas atteints. Alors, OpenAI a qualifié ces fuites de risibles, mais on sent bien que la pression du CAPEX commence à fissurer la façade. C'est clair. Et d'ailleurs, cette pression pour rentabiliser l'infrastructure pousse OpenAI à prendre des décisions stratégiques super radicales. Ils viennent tout juste de lancer GPT 5.5 et Codex sur Amazon Bedrock. Le service cloud d'AWS, ouais. Voilà. Et là, c'est un pivot industriel majeur. Et j'avoue que je suis un peu confus, parce que Microsoft possède 27% de l'entité à but lucratif d'OpenAI. Ils ont fourni des crédits Azure quasi illimités au début. Ouais, c'était l'exclusivité. Mais alors, comment Sam Altman peut-il simplement prendre ces modèles phares et aller les proposer chez le plus grand rival de Microsoft sans déclencher une guerre nucléaire au conseil d'administration? La preuve de la soif inextinguible de puissance de calcul de ces modèles, tout simplement. OpenAI ne peut plus se contenter des ressources de Microsoft. Cet accord avec AWS fait suite à un engagement de 38 milliards de dollars d'Amazon. 38 milliards juste pour AWS? Ouais, plus un investissement massif de 50 milliards spécifiquement lié aux nouvelles puces Trainium, capables de fournir les 2 gigawatts de puissance dont OpenAI a désespérément besoin. Ils font jouer la concurrence pour survivre, en fait. Donc, on a une industrie qui doit désormais gérer une infrastructure titanesque, fragmentée sur de multiples clouds. On va voir ce qui se passe quand cette expansion frénétique percute les murs de la réalité physique et légale dans un instant. Mais d'abord, puisqu'on parle de la réalité brute de la gestion de cette capacité massive, quand les entreprises brûlent des centaines de milliards de dollars en capacité de calcul et en centres de données, déployer l'IA efficacement au niveau d'entreprise ne concerne pas seulement le modèle, il s'agit de l'infrastructure de gestion. Nous tenons à remercier notre sponsor, Eria, prononcé AIRIA, de rendre l'analyse d'aujourd'hui possible. Eria fournit la plateforme de gestion d'IA de niveau entreprise dont les organisations ont réellement besoin pour transformer le calcul brut en automatisation de flux de travail mesurables. Le lien se trouve dans les notes de l'émission. Et cette nécessité de gestion, elle prend tout son sens quand on observe les dommages collatéraux de cette expansion, tu vois. Parce que la quête pour amortir ces centaines de milliards ne pèse pas uniquement sur les serveurs. Tu penses au principe fondateur, j'imagine? Ouais, ça fracture littéralement les missions originelles de ces organisations. Ce qui nous amène directement aux tribunaux, qui sont devenus le nouveau champ de bataille de la tech. Au tribunal fédéral d'Auckland, le procès intenté par Elon Musk contre OpenAI bat son plein. Et le témoignage est lunaire. D'une violence inouïe, ouais. Il accuse Sam Altman et Greg Brockman d'avoir, et je cite, « volé une association caritative ». Selon lui, si la justice valide cette transformation vers le but lucratif, ça créera un précédent permettant de piller n'importe quelle ONG aux États-Unis. Et son argument vise carrément à obtenir une ordonnance pour annuler la restructuration d'octobre. C'est qui est une menace existentielle pour l'introduction en bourse d'OpenAI. Mais la défense a des solides arguments, non? Leur avocat, William Savitz, souligne que Musk lui-même plaidait pour une transition vers le but lucratif en 2017. À condition d'en avoir le contrôle, bien sûr. Exactement. Donc c'est pas juste une manœuvre calculée de Musk pour paralyser un rival qui fait de l'ombre à sa propre boîte XAI. Ah si, les motivations de Musk sont clairement teintées de rivalité commerciale. Je suis certaine de ça. Mais si on relie ça au tableau d'ensemble, ce procès est le symptôme parfait de notre discussion. L'idéalisme d'un labo de recherche ouvert ne peut pas survivre quand il faut signer des chèques de 100 milliards pour des centres de données. L'échelle requise détruit la mission originelle, ouais. C'est ça, et c'est pas exclusif à OpenAI. Regarde la crise actuelle chez Google. Ah oui, la mutinerie chez Google illustre parfaitement cette mécanique implacable. On a plus de 600 employés qui viennent d'envoyer une lettre incendiaire au PDG Sundar Pichai. Et pourquoi ? Parce que la direction a signé un contrat classifié avec le Pentagone permettant l'utilisation de leur modèle pour tout but gouvernemental légal, et Google n'a absolument aucun droit de veto sur la manière dont ça sera déployé sur le terrain. Ce qui est crucial ici, c'est le contraste avec le passé. En 2018, face au projet Maven, des manifs internes avaient contraint Google à reculer. Ils avaient instauré des principes éthiques stricts, incluant une promesse solennelle de zéro arme. Mais du coup, pourquoi les protestations de 2018 ont fonctionné, alors que celles d'aujourd'hui semblent vouées à l'échec?
Qu'est-ce qui a changé dans l'équation, en fait? Le fardeau du CAPEX. Ah, toujours l'argent. Toujours. En 2018, Google pouvait se permettre de renoncer à un contrat militaire pour apaiser ses ingénieurs. Aujourd'hui, avec un objectif de 185 milliards de dépenses, l'éthique devient un luxe inabordable. Les contrats de la défense sont les seuls capables de fournir les flux de revenus massifs garantis pour amortir ces investissements. D'ailleurs, les mémos qui ont fuité révèlent que Google a secrètement effacé cette fameuse promesse zéro arme de ses principes en 2025. C'est une capitulation silencieuse, quoi. Totalement. Et pendant qu'Anthropic se retrouve sur liste noire pour avoir refusé d'abandonner certains garde-fous, OpenAI et xAI se précipitent pour signer avec la défense. Mais cette expansion aveugle, elle finit inévitablement par percuter des limites très concrètes, des murs réglementaires, politiques et même physiques. Absolument. On peut commencer par l'Europe. L'Union européenne accuse actuellement Meta de violer le Digital Services Act sur les contrôles d'âge. Le système est poreux, les moins de 13 ans contournent tout et Meta est sous la menace d'une amende allant jusqu'à 6% de son chiffre d'affaires mondial. 6%, Ouais, ça effacerait direct tous les bénéfices d'optimisation publicitaire dont on parlait tout à l'heure. clairement. Mais au-delà de la régulation logicielle, regarde ce qui se passe en Chine avec le monde physique. À Wuhan, les autorités ont brutalement suspendu tous les nouveaux permis pour les véhicules autonomes. Ah oui, l'histoire des robotaxis Baidu, ouais. Ouais, le 31 mars, plus de 100 robotaxis sont tombés en panne simultanément. Ils se sont figés aux intersections, paralysant une ville entière. Et ça, c'est pas un simple bug d'affichage sur un écran, quoi. Non, quand une flotte d'IA gère des objets physiques de 2 tonnes à 50 à l'heure, une défaillance réseau provoque des pannes en cascade qui détruisent la logistique d'une métropole. Le passage à l'échelle dans le monde physique est infiniment plus dangereux que dans un data center. Et malgré ces risques, la géopolitique dicte ses propres règles. L'histoire de la Maison-Blanche et Anthropic est dingue. Il y a un mois, l'administration Trump qualifiait Anthropic de risque pour la chaîne d'approvisionnement. Et là, revirement total, ils veulent collaborer en secret. À cause de leur nouveau modèle, Mythos ? Exactement. Un modèle capable de redéfinir la cybersécurité. C'est le cynisme absolu. La sécurité nationale s'efface direct dès qu'une arme numérique supérieure apparaît sur le marché. Ça montre que la régulation est toujours conditionnelle face à l'avantage stratégique. Mais ça nous ramène à la question de fond. Est-ce qu'on comprend vraiment ces armes numériques qu'en s'arrachant ? Ce qui nous ramène à nos gobelins du début. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. On parle d'outils de cybersécurité à 1000 milliards, et pourtant, OpenAI a codé en dur des règles interdisant à Codex de mentionner des trolls ou des ratons laveurs. Ouais, le fameux moment gobelin de Sam Altman. Il a balayé ça d'un revers de main sur les réseaux. Mais qu'est-ce que ça nous dit réellement, en fait ? Ça nous dit que les modèles ont des comportements émergents, imprévisibles, qu'il faut patcher manuellement, comme du ruban adhésif. Et pour comprendre ça, faut regarder le projet Talkie. Le modèle entraîné uniquement sur des textes d'avant 1931 ? C'est ça, des vieux journaux, des romans du domaine public. Le but, c'était de voir comment pense une IA qui n'a jamais vu l'ère d'Internet. Et la découverte est majeure. Le langage Python a été créé dans les années 90. Tolkien n'en a donc jamais vu une seule ligne. 0 ligne de code pendant son entraînement, d'accord. Mais avec un seul exemple dans le prompt, Tolkien a généré du code Python fonctionnel en déduisant la logique par lui-même. C'est ça le truc incroyable. Comment une machine qui ne connaît que la littérature des années 20 peut-elle coder en Python ? Parce qu'ils extrapolent, ce ne sont pas des perroquets stochastiques. Ils apprennent les structures logiques du langage humain et appliquent ça à des concepts inédits. C'est le raisonnement émergent. Et c'est là que tout s'assemble. Si on relie cette capacité à extrapoler des logiques inconnues au fait que Google ou OpenAI signent des contrats militaires sans droit de veto, confier une technologie dotée de raisonnement émergent inédit à l'armée, Surtout une technologie que ses créateurs brident avec des rustines grotesques sur des ratons laveurs, mais oui, c'est vertigineux, franchement. c'est la définition même du risque systémique, amplifié par la finance. Alors, que doit retenir notre audience de tout ça ? Cette autopsie révèle que l'infrastructure numérique de la prochaine décennie est bâtie sur des fondations hyper volatiles. On construit des villes fantômes de serveurs en espérant que la demande suive, on sacrifie l'éthique pour des contrats militaires et on déploie des intelligences qu'on maîtrise à peine. Et il y a un dernier détail dans nos sources qui mérite réflexion, rapporté par Joe Weisenthal. Une entreprise de centre de données soutenue par Brookfield vient d'annuler un projet colossal en Virginie. Pourquoi annuler un projet pareil en pleine ruée vers l'or ?
À cause de l'opposition politique locale. Les citoyens et les gestionnaires du réseau électrique ont réalisé l'impact sur l'eau et l'énergie. Ils ont tout simplement dit non. Et c'est là-dessus qu'il faut méditer. Que se passera-t-il lorsque le monde physique, les réseaux électriques locaux et les citoyens diront simplement non à ces 200 milliards d'expansion numérique? Vers où la bulle explosera-t-elle alors? Voilà de quoi nous occuper jusqu'à la prochaine analyse.